Dans un parc aux abords de Moscou, une voiture se gare. Un homme en sort, encadré par 3 membres des services secrets russes. Il est plutôt calme. Son exécution semble ne plus être d'actualité et il a eu l'autorisation de sortir de sa cellule pour une promenade. Ce qu'il ne sait pas, c'est que juste derrière lui, une arme est braquée et que Staline lui-même a signé son ordre d'exécution. Salut les poulpes. Et salut, j'ai envie de dire les... Qu'est-ce que tu fais là? Bah qu'est-ce que c'est ça, bordel? Un téton? Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Un poulpe? Mais oui! Bon bref, c'est un animal connu et qui a de nombreux points communs avec notre héros du jour. Notamment une certaine élégance et une capacité à se fondre dans son environnement. Avec une facilité déconcertante, Deux qualités indispensables pour un espion, bien sûr. D'ailleurs, le plus souvent, de par la nature même du métier d'espion, on ne les connaît pas. Mais la réputation de certains est passée à la postérité. Notamment en inspirant le créateur de James Bond, qu'on ne présente plus. Vraiment, quel fascinant modèle. Bon, vous savez, dans les bulles, on parle souvent de personnages qui ont eu un moment incroyable dans leur vie, ou qui ont accompli un grand truc. Bah, vous savez, notre personnage du jour, lui, c'est toute sa vie qui est épique. Même de son vivant, il ne se privait pas pour alimenter sa propre légende. Et il y a de la matière. Sa vie est tellement incroyable et bourrée d'anecdotes invraisemblables qu'on a même souvent du mal à distinguer le vrai du faux. Et les historiens s'arrachent quand même les cheveux pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a des évasions spectaculaires, des montées d'adrénaline exceptionnelles et même des coups de bluff à rendre fou des joueurs de poker. Non! Mais pas que, parce que notre personnage du jour était connu pour être une véritable anguille. Il était insaisissable et avait un don pour s'enrichir à une vitesse déconcertante. Bien sûr, il baigne dans le mystère, si bien qu'on ne sait quasiment rien de lui, mis à part ce qu'il a bien voulu en dire. Et pour tout vous révéler, on n'est même pas sûr de son vrai nom à 100%, et on suppose qu'il a été agent double, voire triple, voire quadruple. D'ailleurs, puisque nous parlons de secrets, d'espionnage et compagnie, sachez que dans le roman augmenté que je suis en train de finaliser, un roman augmenté, donc du coup c'est un roman où il y a beaucoup d'illustrations et de musique qui sont associées au roman, les qualités de notre personnage du jour auraient bien aidé nos héros. Et d'ailleurs, parmi les héros, nous avons Ariane, le personnage principal, qui est la nièce de Gustave, que vous connaissez très bien, mais aussi son meilleur ami qui s'appelle Edgar et qui est une sorte de petit pirate qui adore espionner les choses et qui a justement pour modèle notre personnage du jour. Il aimerait lui ressembler quand il sera plus grand, mais ça vous allez le découvrir dans ce qui vient. Bref, il y aura d'autres infos et d'autres secrets que je vais vous révéler dans les semaines qui viennent. Bon, on part de zéro, c'est pas plus mal. Voilà, le roman sera financé par une campagne Ulule et je peux enfin vous annoncer la date à laquelle elle se déroulera. Elle commencera le 13 septembre. Voilà, dans quelques semaines, autrement dit. Et se terminera le 22 octobre prochain. Mais je vous en révélerai plus à la fin de la vidéo. En tout cas, vous pouvez déjà lire un extrait du roman en allant checker la description. Rien que la moitié de sa vie suffirait à mettre en position fétale tous les scénaristes d'Hollywood. Et je plaisante pas. Notre espion a une vie qui regorge d'aventures, toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Bref, vous êtes prêts Les tétons? Non mais tu vas pas recommencer. Alors écumons le monde en quête d'aventure avec Sigmund Rosenblum. Ou devrais-je plutôt dire George Bergman. Ou peut-être Karl Hahn. Ou peut-être Sigmund Reilinski. Ou peut-être Nicolas Stenberg. Bon ouais, merde, je vais plutôt partir sur son identité officielle, Sidney Reilly, l'as des espions. Bien! La première chose à savoir à propos de Sidney, c'est que rien n'est vraiment sûr à son sujet. D'ailleurs, il ne s'appelle pas vraiment Sidney Reilly, ou du moins c'est pas son nom de baptême. D'ailleurs, en parlant de baptême, on n'est même pas sûr non plus de l'endroit où il est né, ni de qui serait son père. Mais ses amis et ses proches devaient bien savoir quelques trucs sur lui, non? Eh bien, bof, parce que selon les époques et les interlocuteurs, Sidney racontait plusieurs histoires différentes concernant ses origines. Je sors du ventre de ma mère comme ça, les Chinois ils arrivent en bande de 7, ils défoncent tout le monde, frère, ils me kidnappent. Il prétendait être le fils d'un navigateur irlandais, ou bien l'enfant illégitime d'un prêtre irlandais, ou encore le fils d'une mère juive et d'un propriétaire terrien irlandais. Voilà. Ok, bon je me doute qu'avec ça, il est au moins vaguement d'origine irlandaise, j'ai bon? Écoute, non, même pas. On peut même dire là que tu te plantes totalement. La théorie la plus solide concernant ses origines est qu'il serait né en 1874 sous le nom de Sigmund Rosenblum, dans ou juste à côté de la ville d'Odessa en Ukraine. Il y aurait grandi jusqu'à ses 18 ans, âge auquel il est arrêté pour la première fois à cause de ses activités politiques au sein d'un groupuscule dont on ne sait pas grand-chose. Mais il est relâché et décide de simuler sa mort et de quitter le pays. Ah ouais, moi à 18 ans, je prenais ma première cuite après le bac. Écoute, chacun son truc. Là, il y a 2 hypothèses sur ce qu'il a fait et elles sont aussi invraisemblables l'une que l'autre.
Sidney Riley serait parti pour l'Amérique du Sud. Là, sous le nom de Pedro, il aurait enchaîné les petits boulots jusqu'à se trouver embauché comme cuisinier pour un corps expéditionnaire anglais, qui devait explorer la jungle amazonienne. Au cours du voyage, lui et son groupe auraient été attaqués par des indigènes et Sidney aurait sauvé la vie du chef de l'expédition en prenant son pistolet et en descendant les indigènes hostiles sans rater un seul coup. Pour le remercier, le chef de l'expédition lui aurait offert une grosse somme d'argent, un passeport anglais et une lettre de recommandation pour les services secrets britanniques. Suite à ça, Sidney serait parti pour Londres. Cette histoire, un peu étrange, on la trouve dans un roman écrit par une des maîtresses de Riley qui se serait inspirée de lui pour son personnage principal. Bon, un petit peu comme moi avec mon roman, quoi, d'une certaine manière. Bon, par contre, dans les archives britanniques, on ne trouve aucune trace de Sidney en Amérique du Sud et aucune trace de l'expédition à laquelle il aurait participé. Par contre, on trouve une toute autre affaire bien moins reluisante. En fait, Sidney aurait fait fortune en France en assassinant 2 anarchistes italiens qui transportaient une grosse somme d'argent sur eux. Et il a été aidé par un complice, un certain Wojtek. Ta mère t'a appelé Wojtek. Je pense qu'elle t'aimait pas du tout. Quoi qu'il en soit, Sidney arrive à Londres avec pas mal d'argent en poche et monte une société de vente de médicaments. Au passage, il noue pas mal de contacts avec les Russes présents sur place, qui sont souvent de riches exilés. Et c'est à ce moment que les services secrets anglais le repèrent et le recrutent comme simple informateur. En parallèle, il se met à fréquenter une femme dont l'époux, vraiment très riche, a la santé un peu fragile. Il tente d'aider le mari en lui fournissant des médicaments, mais ce dernier meurt dans des conditions plutôt étranges. Un médecin viendra faire une autopsie et conclura à une mort naturelle. Ah bah ouf, j'ai cru que c'était Sidney qui l'avait tué pour épouser la veuve et récupérer le pognon. Eh bien en fait, des historiens ont fouillé les archives et il s'avère que le médecin qui a réalisé l'autopsie n'a jamais existé. Donc voilà, Sidney a peut-être filé un petit coup de pouce au mari pour passer l'arme à gauche. Mais bref, il épouse la veuve quelques mois plus tard et à cette occasion, il obtient la citoyenneté britannique. C'est le chef des services secrets en personne qui s'est chargé de lui trouver un nom et qui a opté pour Sidney Riley. Bon, ce nom n'a pas été choisi au hasard puisqu'il n'était porté par personne à l'époque, sauf un enfant qui est mort peu de temps après sa naissance. Non mais attends, le mec est pas encore espion que c'est déjà épique. Mais t'as encore rien vu, hein, car il va bientôt recevoir sa première mission d'agent secret. Avec son identité toute neuve, notre espion, fraîchement nommé, peut passer à la vitesse supérieure. Et accrochez-vous parce que c'est dans son événement. Il commence par une mission en Espagne pour aider le gouvernement à lutter contre l'anarchisme. Puis en Afrique du Sud où il est espion dans le cadre de la seconde guerre des Boers, qui oppose les Britanniques aux Boers. C'est quoi les Boers ? En fait, écoute, ce sont les descendants des colons hollandais qui vivent en Afrique du Sud. Bon, en tout cas, il part ensuite en Russie pour faire un rapport sur les bolcheviks et sur plusieurs installations pétrolières du Caucase. Une fois de plus, voilà, il gère. D'ailleurs, il gère tellement qu'il est recruté par les services secrets japonais cette fois, qui sont très intéressés par les infrastructures russes, notamment de l'extrême est du pays, là où sont les Japonais du coup. En fait, à l'époque, les relations entre le Japon et la Russie sont assez tendues, et le Japon se prépare à la guerre. Sidney, en Mandchourie, une région aujourd'hui occupée par la Chine, dans la ville de Port Arthur, qui est maintenant l'actuelle ville de Lusunku. Là, il espionne alors pour le compte de l'Angleterre et du Japon. Putain, il est fort ce con. Là-bas, il fournit des informations sur les infrastructures militaires, l'organisation de la flotte russe, ses effectifs, etc. Eh ben, il a de quoi s'occuper. Faut croire que non, puisqu'en plus de ses activités d'espionnage, Riley monte une société de vente de diverses fournitures. Charbon, vêtements, nourriture, etc. Y a rien de drôle. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et bon, comme il a pas mal de bons contacts et qu'il sait que la guerre est imminente, il fait fortune. Il vit dans une vaste maison remplie de domestiques et tue le temps qui lui reste en jouant dans les clubs, en buvant et en séduisant une bonne partie des zouzes de la ville. Mais attends, il est pas marié ? Si, mais il a convaincu sa femme de partir en prétextant que la ville de Port Arthur était dangereuse. Ou alors elle est partie toute seule car elle en avait marre des frasques de son époux. Quoi qu'il en soit, la guerre entre la Russie et le Japon finit par éclater. Sidney fera un coup d'éclat en volant les plans de défense de la ville de Port Arthur pour les vendre aux Japonais. En fait, il a tellement bien bossé que les Japonais iront jusqu'à reconstruire sa maison détruite pendant les combats. Mais Sidney a le goût de l'aventure, parce que dès que la guerre est terminée, il retourne en Europe pour accomplir diverses autres missions rocambolesques. Déguisé en prêtre, Riley se débrouillera pour s'incruster dans une fête sur le yacht d'un milliardaire au large de Cannes. Sa mission était d'y rencontrer un riche exploitant de pétrole et de le convaincre de commercer avec l'Angleterre plutôt que les États-Unis. Naturellement, sa mission fut un succès.
Une de ses autres missions fut de voler des plans d'armement à l'Allemagne. Il va se lancer dans une incroyable opération d'infiltration. Riley fut formé au métier de soudeur et, sous une fausse identité, il se débrouilla pour être embauché dans une usine d'armement dans laquelle étaient cachés des plans. Là, il se débrouille pour intégrer les pompiers volontaires de l'usine et convainc son chef de mettre des plans de l'usine un peu partout, sous prétexte de pouvoir clairement repérer les issues de secours et les extincteurs. Bah, il est impliqué, c'est tout. Bof quoi en fait, parce que c'est surtout qu'avec les plans de l'usine, il peut facilement identifier les endroits potentiels où sont gardés les plans. Et bien sûr, il va réussir à les trouver et à les voler. Non sans avoir assassiné quand même un gardien qu'il avait découvert en train de crocheter le coffre dans lequel ils étaient stockés. Et puis quand il n'est pas en mission, Riley passe son temps dans les hôtels de luxe des grandes villes d'Europe. Il fait notamment pas mal de longs séjours à Saint-Pétersbourg et se fait pas mal de contacts. Pour gagner sa croûte, il devient courtier pour une entreprise d'armement allemande qui existe encore de nos jours. C'est un petit peu le comble, j'ai envie de dire, quand on sait quand même qu'il a chapardé des plans d'armes. Alors qu'il s'accorde des vacances dans un palace de la Côte d'Azur en compagnie de sa nouvelle femme. Ah, ça veut dire qu'il a divorcé? Non, il est bigame. Ah, d'accord. Bref, je disais, alors qu'il profite de vacances bien méritées, une nouvelle va venir secouer toute la planète. L'archiduc d'Autriche-Hongrie a été assassiné et la Première Guerre mondiale va commencer. Bon, vous le savez, la Première Guerre mondiale a été un véritable bouleversement, mais pas pour Riley. Il est recruté par les Russes pour négocier des cargaisons de poudre avec les Japonais. Il passe donc les premiers temps de la guerre à Tokyo. Il se rend ensuite à New York où il se présente comme un marchand britannique et organise la vente d'armes entre les États-Unis et la Russie. Mais il y a un mais, il sera soupçonné de travailler pour le compte de l'Allemagne car il se retrouve mêlé à des opérations de sabotage de dépôts de munitions. Mais il travaillait vraiment pour l'Allemagne ? Possible. En fait, on ne sait pas. Faut pas exclure l'hypothèse que notre maître espion ait délibérément fait sauter des dépôts de munitions d'autres marchands d'armes, qui étaient ses concurrents sur le marché. Quoi qu'il en soit, il se fait plusieurs millions de dollars en l'espace de quelques années. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Bon, vous savez, du coup, le marché de l'armement, c'est quand même plutôt juteux quand on met de côté son éthique. Mais ces frasques et ces affaires, parfois louches, un peu louches finissent par attirer l'attention des services secrets américains qui décident de l'arrêter et de mener une enquête sur lui. Et ils arrivent à la conclusion que notre espion est un citoyen américain né en Louisiane, d'un père créole français et d'une mère russe juive. Bon, en fait, mis à part la mère, ils étaient plutôt loin de la vérité. Riley est relâché et immédiatement, les services secrets britanniques le recrutent à nouveau pour une des missions les plus importantes de sa vie. Car en 1917, en Russie, la révolution a renversé le tsar et les bolcheviks ont pris le pouvoir. En fait, c'est le tout début de l'ère soviétique. Et en plus de son statut d'espion, Riley devient officier dans l'armée de l'air britannique. Bon, je le précise car ça aura son importance par la suite. Mais du coup, c'est quoi sa mission ? Il doit tout simplement s'assurer des intentions géopolitiques des bolcheviks, notamment de savoir s'ils comptent poursuivre la guerre contre l'Allemagne. Mais bon, vous allez le voir, notre espion va un petit peu outrepasser les consignes qu'on lui a données. Premièrement, il ne débarque pas dans la bonne ville, car au lieu d'aller au port d'Arkhangelsk, il descend du bateau à Mourmansk. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est Sydney, et qu'il est plutôt imprévisible, au cas où vous l'auriez pas encore saisi. Mais manque de peau, il se fait arrêter dès sa sortie du bateau. Ah, ça commence bien. Oui, sauf que notre espion a de la ressource. Il parvient à se faire libérer et à obtenir une autorisation pour se déplacer librement sur le territoire soviétique, après avoir passé un peu de temps à Saint-Pétersbourg pour tâter un peu de terrain. Et dans une curieuse lettre, il fait part de ses observations à ses supérieurs. Et je dis curieuse lettre car dedans, il leur fait une étrange demande. Grosso modo, il leur dit « Bon, je vous cache pas que les bolcheviks sont partout et qu'ils tiennent le pays. Par contre, j'ai un plan pour faire tomber le gouvernement. Ça coûterait 1 million de livres. Du coup, c'est ok pour vous ? PS, je suis pas sûr à 100% que ça marche. » Bon, je ne vous cache pas que l'Angleterre a refusé de lui débloquer des fonds. Je sais pas pourquoi, je sens venir un truc inattendu et un peu inconscient. Oui, en fait, fallait s'y attendre. Notre espion prend le train pour Moscou et se rend directement au Kremlin, le siège donc du pouvoir en Russie. Là, il prétend être un envoyé du gouvernement britannique et demande à pouvoir s'entretenir avec Lénine en personne. Bon, il n'y arrive pas, mais il parvient à voir le secrétaire de Lénine, à qui il demande carrément quelles sont les intentions du gouvernement au niveau géopolitique. Voilà, bon, on va dire qu'il prend ses infos directement à la source. De quoi ? Mais ça a marché, sa technique ? Bien, le Kremlin va passer un petit coup de fil à l'ambassadeur anglais à Moscou, et voilà ce qui s'est dit dans les grandes lignes. Allô, ici l'ambassadeur. Ici le Kremlin. Il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de Londres pour interroger le camarade Lénine. Ah bon ? Cet homme dit qu'il s'appelle Sigmund Rylinski et qu'il est envoyé par le gouvernement britannique. Vous le connaissez ? Eh bien, oui. Ok, pas de problème alors. Ni problème.
voilà, l'approche n'est pas terrible. Quand l'ambassadeur anglais rencontrera Riley, il lui dira « J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. » Ce à quoi Sidney répondra « Ah mais non, je suis jamais allé au Kremlin. » Enfin, bon, du coup, bref, malgré ses méthodes, Riley parvient à se faire des contacts au sein du gouvernement bolchevique. Il parvient à récupérer pas mal d'infos et, en parallèle, il intègre les réseaux de personnes hostiles au régime et fomente même un complot contre Lénine lui-même. De quoi ? Il veut l'assassiner ? Non, car il pense qu'assassiner Lénine ferait de lui un martyr et renforcerait les bolcheviks. Notre espion a un plan plus original, faire marcher Lénine cul nu dans les rues de Moscou pour l'humilier. La conspiration s'est concrétisée, mais peu de temps avant qu'elle n'ait lieu, elle est révélée aux autorités soviétiques par un journaliste français. Immédiatement, la police soviétique réagit et envoie des agents arrêter Riley. Sauf que ce dernier s'est volatilisé. Bon, il parvient à s'échapper in extremis de Russie, mais il débarque dans un port de la mer Baltique occupé par les Allemands. Or, pour rappel, la Première Guerre mondiale n'est toujours pas terminée et Riley est officiellement un officier britannique, ennemi donc de l'Allemagne. Sidney est dans une position délicate et décide de se faire passer pour un marchand d'art et parvient à se lier avec un groupe d'officiers allemands. Bon sang, mais il s'arrête jamais. Bah non, il est comme ça quoi. Et tu ne crois pas si bien dire, quand il a enfin réussi à trouver un bateau pour retourner en Angleterre, Riley laisse une lettre aux officiers allemands, une lettre qui disait « Après tout ce que vous avez fait pour moi, je me dois de vous dire qui je suis vraiment. Je ne suis pas marchand d'art, mais officier anglais. Et je crois avoir plutôt bien joué mon rôle. J'étais en mission spéciale en Russie, où j'ai été accusé d'être l'organisateur d'un grand complot. Je considère comme mon devoir de ne pas m'intéresser à tout ce qui est militaire ici. Il est inutile de vous offrir ma gratitude, elle est trop grande. » Bon, écoutez, on va faire une petite ellipse parce qu'après ça, Sidney enchaîne différentes missions, voilà, bon. Je vais juste vous préciser que suite à la conspiration manquée contre Lénine, notre espion a été condamné à mort. Autrement dit, si on l'attrape en Russie, c'est fini pour lui, quoi. Ça ne l'empêchera pas d'y retourner pour diverses missions épiques qui prendraient d'ailleurs beaucoup trop de temps à raconter ici. Bref, avec le temps, Sidney finit par raccrocher, mais pas pour longtemps. Parce qu'un beau jour, on apprend que le chef de file de la résistance russe face au bolchevisme a été capturé et exécuté. Les services secrets anglais se demandent alors si, malgré la perte de son chef, le réseau de résistance est encore opérationnel et s'il peut toujours tenter de renverser le pouvoir. Pour faire un état du réseau, ils font appel à Riley pour une mission d'infiltration. L'espion ne le sait pas encore, mais cette mission sera la dernière. Bon voilà, Riley ne se fait pas prier pour accepter la mission, et son objectif est d'infiltrer la résistance au régime bolchevique pour identifier ses membres et se faire une idée de l'étendue du réseau et de sa puissance. Pour ça, il passe clandestinement la frontière entre la Russie et la Finlande avec des contacts, membres du réseau. Il prend ensuite le train de Saint-Pétersbourg à Moscou, où il a rendez-vous avec des dignitaires de la résistance. Et tout se passe pour le mieux. Avant de reprendre le train vers Saint-Pétersbourg, Riley poste une lettre à ses supérieurs. Dedans, il annonce les progrès de sa mission. Seulement, voilà, ses contacts ne vont pas du tout l'emmener à la gare pour reprendre le train. Non, là, il l'emmène à la tristement célèbre Loubianka. La Loubianka est un immeuble de Moscou tristement célèbre pour avoir été le quartier général de toutes les polices politiques gouvernementales russes depuis l'ère soviétique. Elle a abrité la Tchéka, son successeur, le célèbre KGB, et est aujourd'hui le siège de l'actuel FSB. C'est également à la Loubianka qu'étaient retenus, interrogés et torturés les prisonniers politiques. Autrement dit, notre espion comprend qu'il a pathétiquement échoué et qu'il risque de passer un très mauvais quart d'heure. D'autant plus que, je vous le rappelle, il est condamné à mort suite à son complot contre Lénine. Mais attends, je comprends pas ce qui s'est passé. Comment il s'est fait prendre ? Eh bien, c'est un petit peu compliqué, mais notre espion est tombé dans un piège redoutable tendu par les services secrets russes. Ces derniers ont infiltré le réseau de résistance à tous les niveaux. 2 agents se sont occupés de piéger Riley en l'attirant à Moscou et en lui présentant de faux membres de l'organisation. Notre espion s'est fait avoir et comprend rapidement que le temps joue contre lui. Il réalise qu'on pourrait bel et bien l'exécuter. Mais notre espion pense aussi que sa disparition va forcément faire réagir Londres, qui tentera le tout pour le secourir. Il tente donc de gagner du temps et se met à raconter toutes sortes d'histoires plus ou moins farfelues aux agents russes qui le bombardent de questions. Puis voilà, un peu lassé de se faire mener en bateau, les Russes font plusieurs simulations d'exécution pour briser psychologiquement Riley, qui passera finalement à des aveux plus sérieux. Voilà, on peut dire que ça a marché, cette petite torture mentale. Dans sa cellule, il parvient à tenir un journal en écrivant sur du papier à cigarette. Il y note les différentes questions qu'on lui a posées. Et à ce moment, Riley est persuadé que les services britanniques sont en train de travailler activement à son exfiltration et que ce n'est qu'une question de jours avant qu'il soit exfiltré. Mais il se trompe. Ce coup-ci, il est bel et bien seul.
Les services secrets britanniques n'ont pas abandonné Reilly, mais ils sont persuadés de sa mort. De leur côté, les Russes ont simulé la mort de l'agent dans une fusillade près de leurs frontières, au point de passage par lequel Reilly était entré dans le pays. Les journaux russes ont, de leur côté, annoncé en grande pompe la mort de cet espion si turbulent. Les Anglais sont donc persuadés de la mort de leur agent et ne tentent rien pour le sauver. Reilly est donc seul et même ses contacts en Russie ignorent qu'il est détenu prisonnier. En fait, étant donné ses aveux et sa réputation, les services russes envisagent de le libérer. Mais cette décision n'est pas du goût d'un homme, un certain Staline, donc le successeur de Lénine, vous savez, qui a dirigé la Russie d'une main de fer, et qui scellera le sort de notre espion en signant lui-même l'ordre de son exécution. Attends, il est mort ? Vraiment mort ? Eh bien, personne ne croira à la mort de Reilly. Tout le monde pensera que c'était un de ces trucs pour disparaître et s'en sortir. Voilà, un petit peu comme Hitler qui est aux Bahamas, vous savez. Cependant, cette fois, l'espion est bel et bien mort, parce que d'anciens agents du KGB confirmeront qu'il a été discrètement exécuté lors d'une sortie dans un parc de Moscou. En fait, Reilly est exécuté par surprise. Ce qui d'ailleurs est assez exceptionnel pour être signalé, puisque le sort des condamnés était plutôt le peloton d'exécution. Quoi qu'il en soit, et malgré sa fin tragique, Sidney Reilly venait d'entrer dans la légende. Mais admettons qu'il ait survécu et qu'il se soit échappé de Russie. À votre avis, quel aurait été son rôle dans l'histoire et quelle autre aventure folle il aurait pu avoir ? Eh bien voilà la poiscaille. J'espère que toutes ces aventures d'espions vous ont plu. Et comme je vous l'avais dit en intro, dans le livre que je suis en train de boucler, il y a une partie un peu espionnage. Je dirais pas que c'est un roman d'espionnage, mais il faut savoir que l'un des personnages, Edgar, a mis en place un petit système parmi tant d'autres pour pouvoir par exemple écouter les conversations à distance avec des sortes de tortues. Et ça aura une importance vitale. Je vous en dis pas plus, de toute façon vous pouvez lire un extrait si ça vous intéresse, le lien est en description. Comme je vous l'ai déjà dit, la campagne Ulule se lancera le 13 septembre. Sur ce, moi j'ai envie de vous dire à très très vite. Je le dis d'ailleurs, à très vite.